je vais vous parler d'un cas particulier, c'est le cas de l'éolien, parce qu'il y a un mouvement actuel partout dans le monde pour l'implantation de l'éolienne. Pour plusieurs raisons, c'est que ça crée beaucoup d'emplois rapidement. Donc, c'est un des grands objectifs de Barack Obama d'appuyer l'industrie éolienne très fortement pour que d'une part, pour se défaire de la dépendance pétrolière aux États-Unis, mais aussi pour contrer le changement climatique. Donc, c'est vraiment actuellement l'énergie qui est en première place, donc partout dans le monde. Par contre, on va voir que ça a beaucoup d'impact sur le territoire et on va prendre le cas du Québec en particulier aussi. Donc, ça, c'est... Donc, on va parler, donc, en gros, des conditions d'intégration d'éoliennes, donc quels sont les critères qu'on doit considérer. Et après ça, on va regarder plus la place de l'éolien au Québec. Donc, d'abord, dans le monde, la communauté européenne a un objectif de 300 gigawatts. Qu'est-ce que ça veut dire, 300 gigawatts? C'est 7 fois le réseau d'Hydro-Québec. Donc, d'ici 20 ans, on veut implanter 7 fois le réseau d'Hydro-Québec, mais ça en éolien. Et la moitié de ça, donc, c'est en mer. Donc, c'est un contexte très différent. Parce que sur le territoire, vous le savez, beaucoup de population, beaucoup de contestations. Et pour des raisons techniques aussi, on s'oriente donc vers de plus grandes éoliennes. Et donc, le territoire pour là-bas, c'est la mer. C'est très différent, donc, de ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, même objectif environ, 300 gigawatts. Au passage, nous, c'est notre objectif d'ici 2015, c'est 4 gigawatts. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée de l'ampleur de ce qu'on veut faire. Par année, il faudra atteindre un rythme de 16 gigawatts, c'est-à-dire 4 fois notre objectif à nous qu'on va faire d'ici 2015. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur qu'on veut faire. L'impact que ça va avoir sur le territoire, bon, pourquoi on veut appuyer ça? Parce que les bons vents sont dans le Midwest. Des cultivateurs dans le coin, donc, qui peuvent accepter des grands parcs, qui ont des retombées. Ça crée des emplois rapidement dans ces régions-là. Le hic, c'est que la demande d'énergie, la demande d'électricité, elle est principalement sur les côtes ou dans d'autres endroits que le Midwest. Juste pour vous donner une idée, donc, ce qui est en rouge, c'est les lignes haute tension qui existent actuellement aux États-Unis. Donc, ça, c'est les lignes haute tension comme qui partent de la baie James ou de Manic, 735 kV. Pour accepter donc 300 gigawatts d'énergie éolienne aux États-Unis, ça voudrait dire que toutes les lignes en vert de haute tension devraient être construites. Donc, vous imaginez ce que ça a comme impact pour les populations locales, ce que ça a aussi comme impact en termes de discussion pour que tout ça se fasse accepter. Donc, vous voyez, le grand problème, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'acceptabilité sociale pour l'ensemble des populations, parce qu'il faut refaire tout le réseau électrique aux États-Unis à toute fin pratique. Même chose en Europe, lorsqu'on met des éoliennes en mer, il faut transporter cette énergie-là vers les centres de consommation. Donc, grande question, est-ce qu'on va faire des lignes aériennes ou si on va faire des lignes enfouies qui coûtent pas mal plus cher? Donc, vous voyez ce genre de problème. Donc, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, malheureusement, elles ne sont jamais aux bons endroits, au bon moment. Et donc, il faut refaire les choses, gérer autrement les choses. Maintenant, nous, c'est 4 gigawatts notre objectif, selon la stratégie énergétique de 2006. Pourquoi on ne va pas plus loin et quels sont les avantages du Québec? D'abord, une notion de potentiel. Si vous examinez donc cette carte-là, les bons vents sont près des côtes au Québec, fleuve Saint-Laurent, baie James, lac Saint-Jean qu'on ne voit pas ici, quelques couloirs importants comme la vallée du Richelieu. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les grands vents sont le long des cours d'eau. Donc, l'étude d'Elimax, ça veut dire qu'il y avait 100 000 mégawatts de potentiel. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder un potentiel éolien, c'est son potentiel économique qu'il faut regarder. Donc, la qualité du vent est un facteur, mais le deuxième facteur qu'il faut regarder, c'est les lignes de transmission. Autrement dit, si on peut construire un parc éolien près d'une ligne de transmission, déjà, on vient de régler une grande partie du problème. Donc, vous voyez, ça, c'est les grandes lignes de transport au Québec qui viennent de la baie James ou qui viennent de la Côte-Nord. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il faut qu'on soit le plus proche possible de ça. Évidemment, aussi, c'est que ça, c'est les études qu'on fait, nous, un des axes de recherche que j'ai supporté à l'INRS, c'est-à-dire que par données satellites, donc on a estimé les vents. Il faut regarder les vents de façon très précise. C'est juste pour vous donner une idée. Ça, c'est CAPTCHA. Vous savez, CAPTCHA n'a pas fait ses frais parce que, justement, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a montré, c'est qu'il y a un trou de vent à CAPTCHA. Malheureusement,
Lorsqu'on a développé ça dans les années 90, on n'avait pas ces techniques pour regarder ce qui se passait effectivement. Donc, beaucoup de turbulence, ce n'est pas le bon endroit pour mettre des éoliennes. Donc, encore une fois, lorsqu'on regarde la qualité de vent, il faut faire des études précises. Autre critère à considérer pour l'éolien, heureusement, c'est qu'une bonne nouvelle, c'est que l'éolien, il vente plus en mi-saison et l'hiver que l'été. Et notre demande est plus forte l'hiver que l'été et en mi-saison. Donc, voilà des bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est un pattern de charge et d'approvisionnement venteux au Québec sur 10 ans. Donc, on voit que ça fit assez bien. Maintenant, ça, c'est la demande électrique par zone. Donc, ce que vous avez en bleu sur 2 ans, c'est la demande électrique de la région de Montréal. Vous voyez, plus forte l'hiver, plus faible l'été. Quoique ça commence à changer à cause de la climatisation, les changements climatiques. Ce que vous avez en bas, c'est la Côte-Nord. Vous voyez, c'est des grosses usines d'aluminium qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc, l'éolien, sur ce critère-là, a une meilleure complémentarité pour la demande à Montréal que pour celle de la Côte-Nord. C'est important ce que je vous dis, parce que la politique du Québec, ça a été de développer des éoliennes en Gaspésie. En Gaspésie, c'est une petite demande. Donc, si on développe beaucoup d'éoliennes, ça veut dire qu'on va être obligé de construire des lignes de transport vers des centres de consommation. On est obligé de renforcer le réseau. Encore une fois, impact sur le territoire, donc. Parce que ce n'est pas tout de dire on fait des éoliennes, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec les lignes de transport. Ça, c'est une courbe typique de charge pour Hydro-Québec. Donc, vous voyez, le domestique, c'est beaucoup ça qui fait que c'est très assuré. Il y a des pertes techniques sur les lignes. Et ce qui est en rouge, c'est les grandes usines donc, du Québec qui fonctionnent 24 heures sur 24, l'industrie lourde. Comment on fait le choix donc des filières de production? Ce que vous avez vu là, c'est 8 760 heures. Si je le reclasse par ordre d'importance de demande, donc la pointe à ce moment-là, ça c'est en 1997, c'était 36 000 mégawatts au Québec. Et vous voyez, ça, c'est une journée d'été où il ne fait pas trop chaud, puis qu'ils ont fait peu de demandes, tout le monde est dehors, bon, vous voyez. Donc ça, c'est le 8 760 heures classé autrement. Et comment on fait historiquement, comment on faisait le choix des filières? Donc, si on est dans un système hydraulique comme au Québec, on va avoir des barrages hydroélectriques avec des centrales hydrauliques. Si on est aux États-Unis, ça va être des centrales au charbon, principalement, qui vont être à la base, ou des centrales nucléaires. En moyenne pointe, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute du suréquipement dans les barrages. Donc, c'est pour une certaine période de l'année, donc vous voyez où la demande est plus forte. Et puis, pour la fine pointe, qui est 300 heures par année environ, donc ça, c'est vraiment les conditions de janvier, par exemple. Et ça, donc, on va choisir de faire des achats court terme aux États-Unis. On va faire de l'interruptible, comme l'Alcan, par exemple. On va dire, bien, cette journée-là qui va faire très froid, s'il vous plaît, demandez moins d'énergie. Et il y a aussi des centrales au gaz naturel. Si on regarde l'éolien dans ce cadre-là, il ne peut pas être choisi nulle part, hein, parce que c'est une énergie intermittente. Et lorsqu'il est là, il faut le prendre, cette énergie-là. Donc, d'un point de vue technique et mathématique, l'éolien, c'est tout simplement, il faut la considérer un peu comme une demande. C'est une source d'énergie qui fait soustraire la demande, c'est-à-dire qu'on efface la demande jusqu'à un certain point. Mais ça veut dire qu'on change complètement aussi la façon de gérer les choses. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait, moi, comme étude depuis 1996, c'est de dire comment on fait pour gérer correctement l'éolien, jusqu'à quel point on peut mettre des éoliennes sur le réseau. Et donc, il faut se rappeler que les grands barrages hydroélectriques conçus lors de la baie James, Manic, Churchill Falls, c'était des barrages qui tenaient compte de la faible hydraulicité sur une longue période, 5 ans. Et donc, c'est des immenses réservoirs de stockage d'énergie. Et on gère donc, il faut évidemment qu'on ne baisse pas en bas d'un certain niveau, mais en gros, les grands barrages, c'est des grands réservoirs d'énergie. Et M. Cailly a compris que ce qu'on peut faire avec ces grands barrages-là, c'est qu'on peut gérer la demande facilement et qu'on peut aussi détourner des rivières. Donc, la Rupert, c'est un exemple. On a détourné la Rupert vers les barrages de la baie James. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter la quantité d'eau dans ces grands barrages-là, et donc on peut gérer pour l'exportation et la demande locale. J'ai eu la même idée que l'éolien, donc j'ai dit, dans le fond, l'éolien, c'est comme un détournement de rivière, et donc voilà comment je vais intégrer ça dans des modèles de gestion de réservoirs. Ça, c'est juste pour vous rappeler qu'en Amérique du Nord, c'est principalement des centrales au charbon.
Les grands réservoirs, donc avec grande capacité de stockage, c'est au Canada et principalement au Québec. Donc, vous voyez, Québec-Labrador, c'est ça. Manitoba, qui est un petit réseau par rapport à celui du Québec, et Colombie-Britannique. Il n'y a pas de ce genre de réservoir-là au Québec, aux États-Unis.